J'appelle maintenant Julien Malizard et les intervenants de la seconde table ronde qui vont réfléchir sur, après le pourquoi, quelle politique industrielle européenne de défense souhaitable et envisageable. Et pour votre information, il y aura un intervenant étranger et nous laisserons la langue anglaise, si vous le voulez bien, pour avoir la totalité du message de cet intervenant étranger. Merci beaucoup. Donc, bienvenue pour cette seconde table ronde intitulée « Quelle politique industrielle de défense souhaitable et envisageable ?» Et donc, en complément de ce qui a été dit lors de la première table ronde, c'est rentrer dans le vif du sujet de la mise en œuvre de la politique industrielle européenne de défense. Comme vous le savez, comme ça a été rappelé lors de la table ronde et de l'intervention de Timo Pesonen, un certain nombre d'initiatives ont été lancées, soit au niveau multilatéral, bilatéral, avec des grands programmes d'armement, soit au niveau de la Commission européenne. C'est ce que vient de présenter Timo Pesonen. Ces différentes initiatives, qui vont dans le sens d'une plus grande coopération industrielle, sont porteuses soit d'espoir pour certains, mais peuvent paraître insuffisantes pour d'autres. Il y a donc plusieurs défis à surmonter pour que la politique industrielle européenne de défense soit efficace. Un défi sur la vision partagée de la souveraineté industrielle, un défi sur les modalités de coopération entre groupes industriels, un défi sur l'incorporation des technologies civiles, un défi sur la taille de marché et la nécessité de compléter la demande nationale. Et enfin, un défi de l'intégration des entreprises issues des petits pays. Donc, nos intervenants ici vont nous présenter leur point de vue sur chacun de ces défis. Nous avons donc le plaisir d'accueillir sur la scène de l'Amphifoche ici François Mestre, à ma gauche, chef du service des affaires industrielles et de l'intelligence économique de la Direction générale de l'armement, Stéphane Meyer, président du CIDEF, le Conseil des industries de défense françaises. À ma droite, Philippe Duhamel, directeur général adjoint système de mission de défense de Thales. Et enfin, Hervé Guilloux, président du GICAN, le groupement des industries de construction navale et des activités navales, donc sur la scène. Et à distance, Kuldar Varsi, que vous voyez sur l'écran, le directeur général de Milrem Robotics. Donc pour cette table ronde, je vous rappelle, comme pour la première, que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions sur l'onglet QR sur Zoom. Elles ne seront modérées par notre équipe et je les aurai en temps réel quasiment. Et donc, pour de suite aborder le sujet, la vision un peu institutionnelle, François Mestre, je me tourne vers vous. La France promeut l'autonomie stratégique comme pilier de la politique de défense et elle met donc en œuvre une politique industrielle de défense. Comment les éléments constitutifs de cette politique peuvent s'insérer dans une politique européenne ? Ça va être difficile parce que tout a été dit à la table ronde précédente, mais je reprendrai ce qu'a dit Madame la sénatrice Conway-Mouret. J'ai utilisé le mot autonomie stratégique et je le changerai, j'appellerai défi maintenant. Moi, je pense qu'il faut bien se rappeler que la politique industrielle, elle n'est pas seulement dans la défense. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que la défense. Antoine l'a dit tout à l'heure quand il a parlé de tout le secteur aéronautique. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Si on veut avoir une politique industrielle dans la défense, il faut regarder beaucoup plus large que la défense. Deuxièmement, la politique industrielle, ce n'est pas une fin en soi. C'est la résultante d'une volonté politique qui est la volonté, alors j'appelle autonomie stratégique, mais qui reste ça. L'autonomie stratégique ou le défi stratégique, ce n'est pas l'autarcie. Moi, j'y tiens beaucoup. C'est choisir avec qui on veut travailler et comment on veut travailler avec ces gens-là. Et enfin, en France, notre politique industrielle résulte d'une volonté politique qui date du général de Gaulle, globalement. Je pense que cette vision-là n'est pas partagée en Europe. Et donc, il faut retrouver, mais c'est ce qu'a dit Madame la sénatrice tout à l'heure, des éléments de langage avec nos partenaires pour qu'on définisse ensemble ce qu'on entend par autonomie ou défi stratégique, de manière à pouvoir en décliner une politique industrielle qui va derrière. Le président de la République a clairement exprimé dans plusieurs de ses discours
ce qu'il attendait de tout ça. Et moi, je retiens le point le plus important, c'est que dans ses discours, il dit qu'ils doivent pouvoir décider et agir seuls lorsque cela est nécessaire. C'est-à-dire que la politique industrielle est bien une conséquence et pas la source de ces données. Et donc, de votre point de vue, quels sont les principaux objectifs de la politique industrielle européenne et quels en sont les leviers d'action, en particulier ce que vient d'expliquer Kuldar Varsi? Est-ce que les initiatives liées au FED vont-elles dans le bon sens? Les montants qui ont été annoncés dans le FED sont conséquents. Hein. C'est une première dans laquelle l'Europe s'engage. Mettre de l'argent pour la défense, il y a 5 ans, on aurait dit que c'était possible, jamais personne n'aurait cru. Donc c'est quelque chose de magique. Alors je ne vais pas reprendre les chiffres d'Antoine Bouvier sur la R&D, mais moi je vais reprendre les chiffres globalement sur la défense. Hein. L'Europe, c'est 281 milliards d'euros d'investissement annuel, dont 48 pour le Royaume-Uni. Les États-Unis, c'est 650 milliards de dollars annuels. Donc Antoine l'a bien dit, on n'a pas les mêmes objectifs, mais il y a quand même un vrai gap entre les deux. L'Union européenne, c'est 1 milliard de dollars par an. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Union européenne qui décidera comment, avec 1 milliard, on utilise les 241. En revanche, et j'en suis intimement convaincu, ce milliard, c'est le catalyseur qui fera que les nations définiront ensemble ce qu'elles veulent faire en politique et en politique industrielle. Et donc l'Europe, le budget européen sera le catalyseur de la défense. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? C'est déjà la première chose qu'on doit regarder, c'est comment on va rationaliser notre matériel. Si je prends globalement, en Europe, on opère 10 000 chars, 2500 avions. Mais je pense qu'une grande partie n'est pas réellement opérationnelle. On a 17 types différents de chars. On a 29 types différents de destroyers, là où les Américains n'en ont que 4. Hein, on a 20 types différents d'avions, là où les Américains n'en ont que 6. Si dans notre politique d'acquisition et donc dans notre politique d'équipement, on choisit de rationaliser ce volume, là on aura un effet de levier notable et on gagnera beaucoup. Enfin, le dernier point sur lequel on peut discuter pour la politique industrielle, c'est la structure de notre BITD européenne. Il existe en Europe les grands groupes. Hein. Moi, je suis intimement convaincu que les MBDA, les KNDS, les Airbus sont les grands groupes ou les grands nœuds, les Thales aussi, excuse-moi, sont les grands nœuds de l'articulation européenne de l'industrie. Ce qui nous manque, c'est les tier one qui sont en dessous. C'est-à-dire des groupes qui sont capables de faire 1 milliard, 1,5 milliard de chiffre d'affaires annuel et qui sont capables d'adresser tous les grands maîtres d'œuvre de façon indifférente pour ça. Les Américains l'ont fait, hein, ça s'appelle Teledyne, ça s'appelle Eico. Je pense que c'est dans la politique industrielle qu'on doit se doter, c'est se dire comment faire émerger de tels acteurs. Alors, il y a plein de sujets sur la place publique, dans la presse de tous les jours, donc je n'en parlerai pas, mais c'est peut-être au travers de cette analyse de dire comment en Europe on va faire le champion de l'électronique, le champion de la... Alors pas de la carte à puce, mais de la vis super spéciale ou autre chose. Comment on va le faire de manière à ce qu'il puisse adresser tous les maîtres d'œuvre de façon indifférente et donc être un acteur européen dans ce secteur où il faut réfléchir. Et donc, quels sont les préalables en termes de régulation qu'il faudrait définir pour que cette politique soit efficace? La première chose, c'est se poser la question des degrés d'autonomie qu'on attend. Doit-on se limiter à une simple vision économique de la défense ou doit-on se rechercher une vision plus opérationnelle? Je suis intimement convaincu que nombre de nos partenaires se satisfont de la vision économique. C'est peut-être là-dessus qu'il faut se rencontrer. C'est peut-être pas forcément en leur donnant ou en leur imposant ou en leur montrant notre modèle. On doit aussi se poser la question de quelles sont les menaces qui pèsent sur notre industrie. Quand on voit les règles d'extraterritorialité que nous imposent les Américains et que nous imposeront demain les Chinois, ils sont en train de mettre en place toutes les règles qui vont derrière, il faut se poser la question comment on va protéger notre industrie, nos savoir-faire dans ce domaine-là. On peut se poser aussi la question de la préférence européenne. Alors je sais que c'est presque tabou pour certains, mais on a bien réussi à le faire avec l'Allemagne pour les lanceurs. Pourquoi pas, pas à pas, petit à petit, essayer d'élargir cette préférence européenne en se disant, quand on a un projet européen sur la table qui est compétitif, retenons-le et évitons de dupliquer ces moyens.
on doit aussi se poser la question du financement. Le J4 nous alerte tous les jours sur les risques de financement ou la frilosité qu'ont certaines banques à financer l'industrie de défense. Quand on regarde les règlements RSE des grandes banques, on se rend compte que la défense est classée comme l'industrie carbonée, comme le charbon. Peut-être essayons de travailler ensemble pour faire en sorte que l'industrie de défense soit mieux cotée, peut-être pas comme les éoliennes ou les photovoltaïques, mais un peu mieux que le charbon, et donc intéresse un peu plus les banques. Enfin, le dernier sujet, c'est les règles de concurrence à l'échelle européenne. Si on veut avoir, comme l'a dit Antoine, des champions européens qui fassent concurrence aux 2 ou 3 champions qu'on aura demain en Chine ou aux États-Unis, il faut accepter d'avoir des grands groupes, peut-être avec une vision un peu monopolistique sur l'Europe, mais comme ils adressent le monde de façon concurrentielle, qui puissent être là présents. Voilà ma vision. Je vous remercie, François Mestre. Et on va, après ce point de vue de la DGA, on va passer à des points de vue industriels. Et tout d'abord avec vous, Stéphane Mayer, au titre de votre casquette du président du CIDEF. Donc de votre point de vue, du point de vue de l'industrie française que vous représentez, quelle est la vision industrielle souhaitable au niveau européen ? Alors, bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci pour cette question. Je pense que ce qui est important, il y a généralement 2 grands modèles qui peuvent s'opposer pour les axes d'une politique industrielle. Le premier modèle, c'est la concurrence, qui existe dans de nombreux pays au niveau européen, qui effectivement a le mérite, à la fin des processus, de faire gagner quelques pourcents en matière de coûts, notamment aux donneurs d'ordre. Je pense au contraire que ce qui est souhaitable, puisque le titre de la table ronde, c'est qu'est-ce qui est souhaitable et qu'est-ce qui est envisageable, je suis convaincu que ce qui est souhaitable, c'est d'avoir plutôt une politique de champion. C'est-à-dire une politique où il y aura plus de valeur ajoutée et plus de valeur créée pour les clients, les utilisateurs et les partenaires, dans la capacité à mieux définir le produit parfaitement conforme à son besoin, d'orienter également les technologies des champions dans le long terme au service de sa supériorité opérationnelle. Et plus le produit est complexe, plus le produit est de haute technologie et stratégique, plus cette politique de champion est pertinente. Alors, une conséquence de ce type d'orientation en termes de politique de champion est aussi que ça fait émerger des savoir-faire stratégiques, un tissu industriel, une base industrielle et technologique de défense, comme on l'appelle BITD, qui se renforce d'elle-même et qui est capable d'innover, de développer, de produire et de soutenir les outils de la supériorité opérationnelle qui sont au cœur du besoin des forces. Alors, si on regarde le cas de la France, puisque le Conseil des industries de défense a aussi un F à la fin pour française, la France promeut, mais ça a été dit par François Mestre, promeut et applique ce genre de politique de champion au service de sa souveraineté, de son autonomie stratégique, au service de la résilience du modèle d'armée et de l'industrie qui va avec, et au service, bien sûr, de la supériorité technologique qui évolue sur les champs d'activité des opérations militaires. Alors, ce sont des noms bien connus, et pour reprendre les 3 milieux regroupés au sein du CIDEF, c'est Dassault Aviation pour l'aviation de combat, c'est Naval Group pour le sous-marin, c'est Nexter pour le char de combat. Mais autour de ces maîtres d'œuvre, bien entendu, il est nécessaire d'avoir une BITD nationale et notamment aussi des champions équipementiers qui sont d'ailleurs souvent multimilieux et qui vont s'adresser aux 3 types de milieux et aux 3 types d'armées. Donc, vous le rappelez, la France a mis en avant cette volonté de constituer des champions. Et donc, est-ce que cette vision est partagée avec nos partenaires européens, en particulier les pays avec lesquels on est engagé dans des grands programmes d'armement ? Au niveau européen, je ne le crois pas. Si on observe ce qui se passe dans nos principaux partenaires et voisins, le modèle britannique a plutôt laissé, au nom d'un principe best value for money, le champ libre à des industriels étrangers, puisque une partie de l'industrie de défense britannique est aujourd'hui filiale de grands groupes américains. L'État est assez peu interventionniste, ça présente des forts risques, et notamment par exemple dans le domaine de l'industrie de défense terrestre britannique, je pense que ce n'est pas un modèle souhaitable. En Allemagne, un sujet évoqué maintes fois cet après-midi, et pas que cet après-midi d'ailleurs,
Dans le terrestre en particulier, on observe deux acteurs qui restent en concurrence frontale, mais c'est aussi le cas dans les satellites, par exemple. Donc on sent bien que la politique industrielle de l'Allemagne est moins affirmée que celle de la France, et certains n'hésitent pas à dire que c'est plutôt la politique des industriels que la politique industrielle de l'Allemagne. En Espagne aussi, un sujet qui a fait pas mal parler de lui, c'est qu'on a vu deux acteurs industriels émerger autour du programme SCAF de l'avion de combat, avec Airbus et Indra, son Challenger. Au total, donc, si je regarde ne serait-ce que les trois pays actuels des grandes coopérations franco-germano-espagnoles, le SCAF et le MGCS, on compte deux acteurs majeurs pour l'avion, deux acteurs majeurs pour les sous-marins, deux acteurs majeurs, trois acteurs pour les chars, deux vues de France et trois vues d'Allemagne peut-être. Et quand d'autres pays rejoindront ces programmes, parce que le but est bien sûr d'élargir cette coopération au-delà du partenariat franco-allemand, ces nombres pourraient encore augmenter. Alors, le cas du Fonds européen de défense et des initiatives européennes a été évoqué, donc je ne vais pas être trop long, mais c'est sûr que c'est une bonne chose, c'est un progrès. Mais on peut observer que les règles de la coopération au sein des projets du FED, du Fonds de défense, et les règles générales de concurrence européennes s'opposent un petit peu aussi à une politique de champion. Alors, est-ce que lorsqu'on met une concurrence forte, est-ce qu'à terme, par une espèce de loi darwinienne, on voit émerger des champions qui finalement raflent tous les appels d'offres? C'est possible, mais ça prend certainement énormément de temps. Alors on peut citer, ça a été cité également tout à l'heure, et puis il y a des représentants dans la salle, un champion européen qui est une exception aujourd'hui européenne notable, qui est MBDA. C'est un véritable champion d'envergure européenne qui résulte de la fusion de 4 industriels, de 4 pays, et qui remplit aujourd'hui la condition pour être un champion, c'est d'avoir le leadership incontesté en Europe. Alors il a fallu beaucoup de temps pour faire MBDA. C'est pour ça qu'une deuxième exception qui a été citée aussi tout à l'heure, qui est plus jeune et donc moins aboutie, c'est KNDS. Mais là aussi, si KNDS est vu comme un champion en France, la concurrence reste forte en Allemagne. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans une partie de ces exemples, une politique voulue par un ou deux États, ou plus, lorsqu'on parle de coopération européenne, peut s'opposer, et des freins existent dans la mesure où, quand on parle de consolidation, il faut bien sûr arriver à faire converger des intérêts stratégiques, économiques, des actionnaires, des propriétaires de ces entreprises, quand ils ne sont pas des actionnaires étatiques. Donc c'est un peu une politique qui peut s'opposer à quelques visions stratégiques et économiques. Donc finalement, en Europe, à l'issue de ce petit tour d'horizon, on voit qu'en général, cette vision de champion qui marche bien en France n'est que peu partagée. Et donc, là aussi, pour reprendre les deux adjectifs du titre de cette table ronde, ce qui apparaît comme souhaitable n'est pas forcément envisageable à court terme à l'échelle européenne. Et donc, si les points de vue s'affrontent, comme vous venez de le rappeler, quelle serait donc la politique industrielle de défense envisageable ? Ce qui est envisageable et ce qui existe depuis de nombreuses années, ce sont des coopérations. Et plus les coopérations sont fortes et efficaces, plus elles peuvent favoriser l'émergence de champions par consolidation. Alors donc, quand on se place du point de vue politique, quelle politique européenne? Comment encourager une coopération? Et il n'y a qu'une seule réponse, qui est assez simple, c'est par des programmes en coopération. Donc, il existe différents types de coopération autour des différents programmes qui impliquent au moins 2, voire plus de pays européens, et qui vont donner lieu à des modèles de coopération qui favorisent ou qui sont de plus en plus intégrés et qui peuvent donc ressembler de plus en plus à la création de champions industriels. Donc on peut citer les simples achats stratégiques, comme c'est le cas par exemple il y a 4 modèles. Il y a les achats stratégiques, il y a la création de sociétés temporaires, de groupements d'entreprises, il y a la société commune ou joint venture, et puis finalement il y a la consolidation ou les opérations de fusion-acquisition. Donc, et chacune marche et a ses vertus et crée des coopérations qui fonctionnent, qui produisent pour les États les équipements attendus et qui peuvent favoriser des consolidations et l'émergence de champions.
Achat stratégique, par exemple, c'est le cas du partenariat CAMO, qui est extrêmement fort sur le volet de la coopération intergouvernementale, qui bénéficie d'un puissant outil du contrat de partenariat gouvernemental et d'une très forte coopération opérationnelle, et qui, au plan industriel, fait l'objet d'achats stratégiques. Un peu plus structurant, la société temporaire ou le groupement d'entreprises qu'on peut trouver dans de multiples exemples, en France autour du programme Scorpion, en Allemagne autour du programme Boxer, en international, en binational, autour du programme MGCS, puisque la première phase a donné lieu à la création d'un groupement d'entreprises de droit allemand. Mais bien sûr, tous ces accords de coopération doivent, pour fonctionner, régler les facteurs clés de succès, comme le partage des tâches, le qui fait quoi, les droits de propriété intellectuelle, la convergence du produit et de l'équipement, et puis les règles d'exportation. Donc un peu plus structurant, c'est la société commune ou joint venture. Et là, il y a des exemples de joint venture, notamment autour du Tigre, qui au début a émergé entre la division hélicoptère d'aérospatiale et celle de MBB, et qui aujourd'hui, lorsque les deux sociétés mères, entre guillemets, se sont rapprochés pour créer Eurocopter, font finalement l'objet d'une société intégrée. Donc c'était le cas du Tigre, ce n'est pas encore le cas du NH90, puisqu'il y a un partenaire qui est extérieur au groupe. Alors si ce mariage à l'essai, donc on voit cette espèce de mariage à l'essai autour d'une coopération fonctionne bien, ça peut déboucher sur une forme finalement ultime et la plus aboutie de coopération et d'intégration, qui est le rapprochement. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que... alors il y a quand même un contre-exemple qui est intéressant, c'est un peu une exception à ces principes, c'est KNDS, qui est finalement a créé, à l'inverse des autres, la structure d'accueil intégrée avant d'avoir le programme. Alors heureusement, entre-temps, les programmes ont été créés, mis en place. Pour MGCS, KNDS en bénéficie d'une grande partie. Pour la première phase, en tout cas, il faut continuer. Et puis KNDS crée, bien entendu, d'autres programmes communs autour de ces deux propres gammes de produits. Voilà, donc finalement, ce qu'on voit, c'est de multiples coopérations qui existent de longue date, dont j'ai cité un certain nombre d'exemples, qui peuvent avancer sur les 3 facteurs clés de succès d'une coopération réussie. Des opérations communes, ça a été dit tout à l'heure, une structure de programme commune, et puis des industriels ou un schéma industriel commun qui peut avoir vocation à construire à terme de futurs champions. Et autant de contributions finalement à l'apparition d'une vraie politique industrielle de défense au service d'une défense européenne ou d'une Europe de la défense, selon la version que l'on choisit d'adopter. Madame la vice-présidente. Merci Stéphane Maillard pour votre propos. On va continuer notre tour de table sur les visions industrielles françaises et je me tourne désormais vers Philippe Duhamel. Donc vous êtes directeur général adjoint système de mission de défense chez Thales et ça a été rappelé par tous nos intervenants, les initiatives se multiplient au niveau européen pour permettre la constitution d'une base industrielle et technologique de défense au niveau européen. D'après vous, quels sont les prérequis pour que la coopération européenne soit efficace ? Alors, des prérequis, il y en a plusieurs qui ont été largement d'ailleurs décrits précédemment. Le premier, c'est de la stabilité. La stabilité dans le temps. Les programmes d'armement, c'est qu'ils sont longs. Je vais le dire de manière un peu directe. Nous ne vivons pas au rythme des élections. On aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Et ça, mais qui suis-je, moi, industriel, pour dire ça ? Mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut qu'il y ait des projets... si j'ose dire, drivés par les États. Nous ne sommes pas, vous savez bien que le marché de la défense n'est pas un marché mondial dans lequel n'importe qui peut aller n'importe où. Et donc, naturellement, 2 industriels ne vont pas aller travailler ensemble pour aller adresser le marché mondial, comme Airbus l'a fait dans l'aviation commerciale, pour aller concurrencer Boeing. Des Allemands et des Français, au départ, et des Anglais d'ailleurs, se sont mis ensemble pour faire fonctionner et conquérir le marché mondial. On n'est pas là-dedans, il faut qu'il y ait des projets. Il y en a, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis, il faut que les pays qui se mettent ensemble avec ces projets, il faut qu'ils veuillent la même chose. Et ça, le diable est là-dedans, le diable est vite, est dans les détails mais il arrive vite, parce que pour plein de raisons, on peut avoir une bonne idée de faire des choses ensemble, mais à cause des systèmes legacy qu'on a avant, à cause de doctrines différentes, finalement, on se rend compte dès qu'on va un peu dans le détail que ça ne marche pas. Un exemple, c'était le fameux porte-avions franco-britannique. Ça n'a pas marché.
Un exemple qui a marché, je vais citer les exemples de Thales, c'est la guerre des mines, pour lequel les Anglais et les Français ont énormément travaillé pour être sûr qu'on ait le même besoin opérationnel. Alors c'est un programme qui a été difficile industriellement, mais qui était difficile opérationnellement. Les Français et les Anglais, la Royal Navy, la Marine nationale, ont fait beaucoup d'efforts pour se mettre ensemble. Si on n'est pas là-dedans, on va croire qu'on va y arriver, et puis on va, à un moment donné, quelqu'un trouvera une bonne raison pour que ça diverge. Alors, il y a des bons exemples, certains qui sont en cours de gestation. On voit bien que dans le cadre communautaire européen, avec PESCO, puis PEDID, il y a des choses qui avancent et ça promeut, je dirais, des coopérations entre industriels qui permettent d'avancer. Alors, parfois, peut-être pas encore beaucoup jusqu'au mariage à l'essai, si j'ose dire, mais qui permettent d'avancer sur ce sujet. D'ailleurs, on le voit, Camille Grand n'est plus avec nous, mais même à l'OTAN, qui n'achète pas beaucoup en tant qu'organisation, en termes de commandant de contrôle, mais ça a favorisé des consortia. Alors évidemment, il y a toujours les Américains dedans, enfin souvent, mais de faire des consortia avec un vrai besoin opérationnel. Bon, voilà un peu ce que nous voyons comme prérequis pour que ça fonctionne. Et donc, dans l'optique où ces prérequis seraient satisfaits, quelles sont les conditions de réussite pour que la coopération soit efficace? Alors, j'en vois trois. Ça fait un peu écho à l'implémentation de ce que disait Antoine Bouvier tout à l'heure. Le premier, c'est que chaque pays, et en particulier la France, soit bien clair sur ce que nous sommes prêts à partager, à la fois en termes d'information, et puis ce que nous, industriels, nous sommes prêts à partager en termes de propriété intellectuelle. On sait bien que c'est quelque chose de très compliqué, surtout au début, puisque propriété intellectuelle, quand on est 10 ans après le début d'un projet, ça devient assez théorique. Mais c'est au début qu'on n'est pas sûr, qu'on en est aux fiançailles, on n'est pas sûr qu'on va se marier. Là, on va avoir donné des choses pas faciles. Donc ça, c'est le premier point. Avec là-dedans quelque chose d'un tout petit peu plus subtil, si j'ose dire, c'est que partager de la donnée, c'est aussi ce que les autres vont en faire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils auront le droit de l'utiliser pour ce programme, mais aussi pour d'autres programmes. Je vois François Mestre qui sourit, j'imagine bien à quoi je fais allusion. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être bien regardé dans le détail, sinon nous sommes dans la naïveté la plus totale. Le deuxième, c'est le modèle de coopération. Alors, c'est ce qu'a dit Stéphane Mayer, c'est est-ce qu'on est dans le modèle du champion, est-ce qu'on est dans le modèle de la compétition, mais il y en a un troisième, en fait, qui vient tout perturber, c'est le modèle du geo-return. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir on se dit, là, il y a une coopération entre plusieurs pays. S'il y a un champion qui sait tout faire, enfin qui sait faire telle partie, je ne dis pas tout, mais qui sait faire une partie, c'est lui qui le fait, super. Si on a deux qui savent, qui sont au même niveau, ils se mettent ensemble, on va y arriver. Mais si un troisième ou un quatrième pays disent « Ah ouais, mais moi, je vais être dedans, je ne sais pas bien faire ça. » Enfin, je dis que je sais, mais en fait, tout le monde sait bien que non. Là, on va avoir des gros problèmes. On va avoir des gros problèmes. Parce que là, on n'est pas dans la compétition, on est dans un champion geo-return, un modèle un peu mou. Alors, parce qu'il y a un modèle aussi qui consiste à dire on va commencer par dépenser de l'argent. Je dis les choses de manière peut-être politiquement un tout petit peu incorrecte, mais on va commencer par dépenser de l'argent pour que les champions des pays qui ne sont pas au niveau se mettent au niveau. Super. Et puis après, on se mettra ensemble, tout le monde sera au niveau, puis il y aura une coopération entre égaux. Mais alors là, Mme Condois ne va pas être contente, parce que là, le projet, il va coûter beaucoup plus cher que si on le faisait en franco-français. Beaucoup plus cher. Donc là, on a un vrai problème. Alors évidemment, pourquoi on dit ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous, Français, avons la prétention d'être le meilleur, ou peut-être le second meilleur, dans tous les cas. C'est très arrogant ce que je dis, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de sujets dans lesquels nous, Français, et c'est normal, nous avons une stratégie de défense, une politique de défense très ancienne, en particulier qui est fondée sur la dissuasion. Enfin, c'est un mot qui n'a pas été cité jusqu'ici, mais qui fait que dans plein de sujets, nous sommes en avance. En tout cas, on n'est pas en retard.
Antoine Bouvier citait le météore tout à l'heure. Le météore, il fait partie d'un écosystème avec un radar, avec une guerre électronique. Je pense qu'on est vraiment très bon. D'autres pays se disent « Ah oui, mais moi, je ne veux pas une situation dans laquelle, finalement, je fais le concept du best athlète, hein, ce terme, un terme consacré dans le SCAF, parce que finalement, ça veut dire que je finance des industriels qui ne sont pas chez moi, à genre un super système, hein, un super avion avec un super système de système, mais finalement, je ferai que des boulons. J'exagère un peu. Pas tant que ça. Donc ça, c'est une deuxième grosse difficulté qu'il faut résoudre et qui est vraiment très importante pour que nous ne croyions pas que tout va bien aller, alors que, enfin, c'est Pangloss, hein, enfin, c'est Candide qui répond à Pangloss, qu'est-ce qu'optimisme? C'est de la rage de penser que tout est bien quand on est mal. On a besoin de grande lucidité là-dessus, grande lucidité sur ce sujet. Un tout petit sous-sujet de ces sujets-là, c'est les politiques d'exportation, parce qu'on sait bien que même mis ensemble, le besoin, et ça a été cité avant, le besoin européen n'empêche pas le fait que nous devons exporter pour que l'industrie se tienne. Et donc ça, il y a ces problématiques-là. On le sait, on sait bien que les différents pays européens n'ont pas les mêmes politiques d'exportation. Alors le dernier point, qui est lié à la politique d'exportation, c'est que il ne faut pas céder. Alors évidemment, vous aurez le droit de penser que c'est un industriel qui parle, c'est vrai. C'est qu'on ne peut pas se dire, bah oui, on va faire ça, mais en plus, on ne va pas tout financer, les industriels vont investir. Ça ne marche pas tellement, parce que justement, nous avons eu un système dans lequel, finalement, l'histoire nous a montré que les engagements d'achat en termes de récurrents sont d'une instabilité assez grande. Je lisais il n'y a pas longtemps, quand on a commencé le Rafale, ce n'était pas 225, hein, c'était 390, 400, je ne sais plus. Enfin, donc, et puis on sait bien aussi que les politiques d'exportation sont sujets à des hauts débats, enfin à des débats, on va dire au moins. Donc ça, c'est aussi une vraie, pas une difficulté, mais c'est quelque chose dans lequel il faut avoir conscience. Nous ne sommes pas dans un domaine civil dans lequel finalement un industriel va investir, il va dire je vais pouvoir gagner le marché mondial et exporter partout. Voilà. Une fois qu'on a bien pris en compte ces sujets-là, moi j'ai une très grande confiance sur le fait qu'on puisse vraiment y arriver, parce que les Européens, en réalité, ils savent travailler ensemble. On croit que ce n'est pas vrai, mais des exemples de coopération franco-britannique, franco-allemande, franco-italienne, il y en a plein. Il y en a énormément, et qui, globalement, elles ont parfois été difficiles, elles ont fonctionné. Elles ont fonctionné. Guerre des mines, le SAMT, mais même avant, le radar Cobra, ça a fonctionné. Donc on sait le faire. Quand les conditions sont mises en place, on sait le faire fonctionner. Donc ça peut fonctionner. Et dernière question, vous êtes issu d'une entreprise duale. Donc on voit aussi l'importance des technologies du secteur civil dans les équipements de défense. Et donc de votre point de vue, quels sont les liens qu'on peut entrevoir avec le secteur civil? Alors, on sait bien que dans plein de sujets, et ça a été dit avant, hein, je crois que c'était la sénatrice Conway qui l'a rappelé, nos systèmes de défense utilisent de plus en plus des technologies civiles. Il ne faut pas croire non plus qu'ils vont n'utiliser que des technologies civiles. L'exemple de la guerre électronique est assez frappant. La guerre électronique sont des systèmes qui génèrent plus de données que n'importe quel autre système. Ce sont des téraoctets, des centaines de téraoctets par seconde. Mais on peut dire des gens vont savoir en temps réel traiter ces données dans le monde civil que les industriels de la défense ne savent pas faire. Non. Non, parce qu'il y a une nécessité de connaître le domaine. Et en plus, si on fait ça, c'est parce qu'on a su faire l'échantillonneur à 10 picosecondes. Et là, je suis désolé de parler de technique, mais c'est du hardware qui fait que ça va fonctionner. Néanmoins, le lien avec les entreprises, que ce soit dans la même entreprise ou avec d'autres, est très important. L'utilisation de technologies issues du civil est très importante. C'est très important.
la dernière chose qu'il faut bien regarder, c'est dans quelle manière, puisque nous savons bien que dans ces technologies, les grandes entreprises sont souvent américaines. Dans le fait, finalement, nous aurions réussi à sortir de systèmes ITAR, si j'ose dire, ou managés par les Américains, et qu'à travers des technos digitales, les Américains reviennent. Si, encore une fois, nous ne sommes que des industriels, si nos donneurs d'ordre l'acceptent, très bien, enfin non pas très bien, mais so be it, ainsi soit-il, mais il faut faire attention je pense qu'il faut faire très attention à ce sujet-là. D'ailleurs, ça peut être américain ou dans le futur chinois. Voilà le lien avec le monde civil. Merci Philippe Duhamel pour ces éléments. Nous allons poursuivre notre tour de table avec Hervé Guilloux. Donc vous êtes président du GICAN après de nombreuses fonctions dans l'industrie de défense. Et donc la première question que je souhaite vous poser, c'est celle de la taille de marché. Est-ce qu'elle est, ça a été notamment abordé par les intervenants de la table précédente, mais est-ce qu'elle est suffisante pour garantir la pérennité des activités industrielles ? La réponse, c'est clairement non. Et je reprendrai les chiffres d'Antoine, qui étaient des chiffres globaux sur l'industrie de défense, ou les exemples évoqués par Philippe, en me focalisant sur le naval. Sur le naval, dans les 10 dernières années, on a fait 2 études récentes, une avec Euroyard, qui est l'association européenne des grands chantiers, et une avec le GICAN pour Euronaval. Les 2 études donnent les mêmes résultats. Dans les 10 dernières années, les Chinois ont construit 136 navires, dont 125 pour leur marché domestique. Les Américains, 78 navires, dont 72 pour leur marché domestique. La Russie, 68 navires, dont 54 pour son marché domestique. Et l'Europe, 80 navires, dont 31 pour son marché domestique. C'est-à-dire que l'Europe, sur son marché domestique, a construit exactement 4 fois moins de navires que la Chine, et à peu près 2 fois moins que la Russie ou les USA. Si on s'y prend en valeur, on a exactement les mêmes chiffres que ceux que citait Antoine. En valeur, le marché domestique européen au total est en gros le quart du marché domestique américain pour la moitié du tonnage, c'est-à-dire qu'en gros, on est quasiment 2 fois moins cher que les Américains, et ce n'est pas complètement un hasard. Parce que du coup, quand on regarde le nombre d'acteurs, alors là, le contraste est encore plus important. Tout à l'heure, j'ai cité 78 navires pour les US, pour un budget total de mémoire 66 milliards. Ils se partagent ce marché à 2, peut-être 2,5. Les Russes, pour 68 navires, se partagent ce marché à 1,1, à peu de choses près. Les Chinois viennent de fusionner leurs 2 géants, CSCC, CSIC, China South, China North, ou dans l'autre sens, hein, je ne connais pas bien le chinois. Et donc, ont maintenant un seul acteur. Et nous, Européens, avec nos 31 navires domestiques, nous avons 12 acteurs. Donc, on n'en est même plus à dire qu'il faut un champion, on est 12 encore. Et quand bien même on ferait un champion, l'Europe est le seul continent du monde qui dépende pour la tenue de sa BITD à plus de 60% de l'export. Puisque pendant que les Chinois exportent 11 bateaux, les US 6 et les Russes 14, les Européens ont dû en exporter 49 pour tenir leur BITD vivante. Et si vous prenez les chiffres en valeur du Janes qu'on vient de sortir pour Euronaval et que François doit avoir, puisqu'on a maintenant une analyse extrêmement détaillée par origine et par pays dans le monde entier, on retrouve exactement les mêmes écarts. Donc cette dépendance Europe, elle n'est pas uniquement une question de consolidation entre Européens, elle est aussi d'être capable, avec les Européens, d'avoir la taille critique et le reach à l'export qui permettent de financer et de garder compétente notre industrie.
Le contre-exemple absolu de ça, qui est un grand pays de la défense européenne, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a pas exporté de navires pendant 30 ans. Moi, j'ai été au lancement de la dernière frégate qu'ils ont vendue à la Malaisie en 1994, si j'ai bonne mémoire. Et les derniers, il y a 2 ans qu'ils ont recommencé à gagner quelques contrats au Canada et en Australie. Mais ils ont eu 30 ans d'association. Ils ont perdu la quasi-totalité de leurs compétences. Il a fallu 600 Américains pour terminer l'Astute. Ils ont des hausses de coûts des programmes absolument incroyables. D'où d'ailleurs les changements drastiques de politique industrielle, avec l'élimination de BAE pour les frégates T30, hein, T31, pardon, et des remises en question absolument fondamentales. Et T31 qui est un design danois. Qui est un design danois en plus, hein, et en écartant finalement les acteurs historiques. Donc, et on voit bien, par exemple, si je prends l'exemple des sous-marins français, par exemple, qu'il n'y a aucune possibilité pour la France, qui reste un petit pays, même si c'est un pays qui a toujours eu une politique de défense, y compris de défense navale continue depuis 150 ans dans les sous-marins, en fait, on est incapable d'enchaîner sur notre budget domestique un programme de SNA, puis un programme de SNLE, puis un programme de SNA, sans avoir des trous d'en gros 5, 7, parfois 10 ans entre les programmes. Donc, la question de la souveraineté française et de la souveraineté européenne, elle est certes un problème de la France et de l'Europe, mais si nous n'avons pas les compléments à l'export qui sont indispensables pour tenir les compétences entre programmes nationaux, et d'ailleurs, merci l'Australie, hein, en aidant l'Australie à accéder à sa propre souveraineté, mais finalement, on aide celle de la France. C'est vrai dans les sonars chez Thales, c'est vrai dans les sous-marins chez Naval Group. Si on regarde du point de vue économique, l'effet volume est évidemment indispensable pour avoir l'offre compétitive qui fait qu'on est justement 2 fois moins cher que les Américains, 30% moins cher que les Anglais sur nos programmes. Hein, et si on analyse ça en pouvoir d'achat, les calculs montrent avec plusieurs méthodes différentes, alors on n'est pas à 50 millions près, mais en gros, le gain de pouvoir d'achat pour les armées et donc pour la marine du fait que l'industrie navale française exporte, c'est 400 millions par an. Donc ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Si vous rapprochez ça à ce qu'on nous reproche sur les dépenses des OPEX, les dépenses d'OPEX, c'est 8 millions, je crois, quelque chose comme ça, entre 8 et 10 millions. Donc il y a un effet de levier absolument considérable, à la fois qualitatif et quantitatif. Je ne parle pas d'OPEX, de sous-texte, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. On a un effet de levier absolument considérable du volet export. Donc, le vrai sujet des marchés domestiques européens, c'est certes qu'il y a une course absolument essentielle à faire. Et c'est d'ailleurs moi pour ça que j'avais à Naval Group poussé les alliances avec Fincantieri pour essayer de trouver une taille critique par rapport à des Chinois qui sont maintenant premiers mondiaux et de très loin, des Russes deuxièmes mondiaux, et puis des tas d'acteurs émergents qui arrivent entre Singapour, la Turquie, la Corée, et j'en passe, et des meilleurs. Il y avait 22 concurrents dans le dernier appel d'offres brésilien. Donc il faut bien se rendre compte du foisonnement finalement de la concurrence internationale qui va nous disputer cette part de marché export qui nous est indispensable pour notre propre souveraineté. Donc voilà un petit peu comment se pose la question. Donc il faut, 1, se consolider, mais 2, réussir à continuer à exporter. C'est absolument vital, même unis. Je crois que Stéphane l'a répété tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, si je peux me permettre, Hervé, de conforter encore ce que tu dis, c'est que les études qui existent pour le segment naval que tu as cité sont vraies également pour le terrestre et pour l'aéronautique. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais que ce soit le nombre d'acteurs, que ce soit la concurrence d'acteurs non européens, que ce soit le bénéfice pour la compétitivité des entreprises au service des programmes nationaux, qui n'est pas 400 millions, mais ça, j'ai le chiffre en tête, c'est l'ordre de 2 milliards. Quand on ajoute les 3 secteurs, ce sont des
des concepts que tu as exposés et qu'on peut tout à fait transposer et généraliser au milieu terrestre et au milieu aéronautique. C'est juste ce que je voulais ajouter. Merci pour toutes ces précisions. Et donc, vous avez rappelé l'éparpillement du marché européen. Et donc, a priori, sans coopération, point de salut. Et du coup, d'après vous, d'après votre expérience, quelle est la politique industrielle en matière de coopération qui est souhaitable ? Je dirais que, mais je rebondirai sur ce qu'a dit Antoine à la première table ronde, les coopérations européennes, ce n'est pas qu'une politique industrielle. C'est une combinaison, finalement, entre une volonté politique et un besoin stratégique ou opérationnel, et une politique industrielle. Et on voit bien que quand les deux ne sont pas complètement réunis, et j'ai eu quelques échecs dans ma carrière à ce point de vue, eh ben on voit qu'on arrive à des situations extrêmement difficiles. Je prendrai par exemple la première, qui est incontestable, Ariane. S'il y avait bien une volonté politique forte, c'était Ariane. Incontestable. Personne ne peut contester la volonté politique commune des États européens d'avoir l'autonomie d'accès à l'espace. On a lancé Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4. On a eu les premiers échecs d'Ariane 5. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? Qu'ayant aucune politique industrielle derrière Ariane, à part celle du Geo-Return qu'évoquait Philippe, on était arrivé à une catastrophe industrielle. C'est-à-dire à une inflation des coûts d'Ariane 5, à un manque de capacité de maîtrise d'œuvre intégrée. Et donc, il a fallu, en catastrophe, créer un champion européen qui s'est appelé EADS Space Transportation et qui maintenant s'appelle Ariane Group, pour effectivement accompagner cette volonté politique de l'accès européen à l'espace par finalement une consolidation industrielle. Mais sinon, on allait droit à l'échec. On était complètement hors marché du point de vue prix, mais aussi on commençait à avoir des problèmes de qualité, évidemment, et des problèmes de compétences. Parce que je prendrai un deuxième exemple qui était, je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît très bien le sujet, qui était les moteurs de la 400M. Le moteur de la 400M reposait au début sur une logique strictement industrielle. Mais évidemment, le choix qu'avait fait Airbus, Noël Forgeard, pour ne pas le nommer, ne plaisait pas du tout aux États, parce qu'évidemment, ils avaient choisi un motoriste qui n'était pas la combinaison des motoristes européens. Mais quand on a voulu créer un motoriste européen, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a dit j'y ai droit, donc j'ai ma part de workshare, donc je réclame ce que je ne sais pas faire. Donc en gros, on a fait tourner le mistigris entre les différents Européens. Donc ceux qui savaient faire les parties chaudes ont réclamé les parties froides ont réclamé les engrenages, ceux qui savaient faire les engrenages ont réclamé je ne sais pas quoi. Et puis ça a créé, comme vous le savez, ces problèmes de programme considérables qui ont conduit à des surcoûts démesurés et ainsi de suite. Donc, idem pour le NH90 et ses 60 versions, qui n'étaient pas, là aussi, forte volonté politique. Moi, quand j'ai été nommé directeur de programme Horizon, il y avait 2 lignes dans ma lettre de nomination qui étaient signées par le DGA britannique, le DGA italien et le DGA français. C'était « Mon jeune ami, vous partez à Londres, vous êtes chargé de faire la frégate Horizon et votre première tâche, c'est d'aller voir vos collègues du NH90 pour savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire. » Et voilà, il y avait 2 lignes. Il y avait la date de mon départ et la première consigne. Bon, et donc, on voit bien qu'il faut accompagner la politique industrielle par une volonté politique ou la volonté politique par une politique industrielle. D'ailleurs, Horizon, qui était le programme de frégate, s'est cassé par la volonté de British Aerospace, qui, dès qu'on a changé de Premier ministre, Philippe s'en souvient bien, en Grande-Bretagne, a écrit au Premier ministre en disant que ses intérêts industriels n'étaient pas satisfaits. Tu étais là, Christophe. Et bien, le Premier ministre, il a cassé finalement la coopération Horizon parce qu'elle n'était pas accompagnée d'une volonté industrielle. Voilà, donc le premier sujet, c'est ça. Alors, ce n'est pas
complètement concomitants. Des fois, c'est KNDS qui démarre et puis le programme qui arrive après. Des fois, c'est le programme qui arrive un peu avant et l'industrie qui se consolide après. Mais c'est clair qu'il y a une interdépendance, à mon avis, absolue dans cette question. La deuxième question de la politique industrielle, c'est quand même ce qui a été rappelé tout à l'heure, la nécessaire souveraineté et l'autonomie de décision des États dans l'exercice de cette politique industrielle. Ça suppose quand même deux choses. Un, que les acteurs transnationaux soient soutenus. Moi, je rappelle toujours, mais Antoine aurait pu le rappeler, que le jour où on a créé Space Transportation en 2003, eh ben, finalement, on a soutenu OHB, qui était un bien meilleur allemand que nous, puisqu'il était 100% allemand. Et puis, on a commencé à soutenir Alcatel, qui était un bien meilleur français que nous, puisqu'il était 100% français. Et donc, on a cette première condition, finalement, d'avoir une capacité politique à soutenir l'acteur transnational. Et puis, on a une deuxième condition, c'est d'être capable, effectivement, d'exporter en commun et d'exporter les produits qu'on fait. C'était, comme vous le savez, la discussion numéro 1 du FCAS, et c'est absolument fondamental. Et donc, vous avez rappelé aussi, dans votre première intervention, la nécessité des exportations pour soutenir l'industrie européenne. D'après vous, quels sont les prérequis pour promouvoir ces exportations ? À quelles conditions on peut mettre en avant ces exportations au niveau européen ? Bien, c'est là qu'on va faire la distinction entre l'Europe à 27 et la coopération entre les États souverains. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne connais pas de capacité politique de l'Europe à décider d'une politique d'exportation. Je peux croire à une capacité politique convenue entre États souverains sur une politique d'exportation, à 2, à 3 ou à 4. Mais en tout cas, je pense que l'Europe peut créer des conditions de coopération, mais qu'en tout cas, la politique d'exportation, elle restera durablement une politique d'État souverain sur laquelle on peut se créer des dépendances réciproques. C'est ce qu'on a fait avec les Italiens, ce qu'on espère faire sur les frégates et les corvettes avec les Italiens. On a une volonté commune d'exporter en commun, mais il faut en créer ces conditions. Pour moi, il y a 3 grandes conditions. La première, c'est déjà de faciliter la circulation des biens, des personnes et de la propriété intellectuelle. Ça, c'est la première condition. Sur Ariane, quand on a obtenu, après 2 ans de bagarre du SGDSN, une licence globale pour échanger les boulons entre Brême et les Mureaux, entre La Hague et Madrid, et ainsi de suite, on a gagné instantanément 8% sur le coût d'Ariane. Donc, il ne faut pas négliger les obstacles à la circulation des biens, des personnes et des données entre les pays. C'est absolument fondamental pour créer quelque chose de compétitif. La deuxième question, c'est progressivement à travers les programmes, et je pense que là, l'accord de Lancaster House et la création de OneMBDA en est un exemple, et j'espère que KNDS en sera un deuxième exemple, c'est l'acceptation progressive à la fois des industriels et des États de dépendance réciproque et donc de spécialisation dans des centres de compétences. Parce que ça aussi, c'est un instrument de compétitivité, de consolidation des connaissances et surtout de maintien des compétences. J'en ai parlé tout à l'heure, pour avoir les tailles critiques de programmes sur les maintiens des compétences, qui est à mon avis fondamental, parce qu'on divise instantanément, du coup par 2 ou par 3, finalement, les trous en termes de compétences qu'on peut avoir si on reste en national. Et puis la troisième condition, et là j'ai honte d'en parler devant François, qui est un grand expert, qui est aussi d'être capable de soutenir à l'export le champion national, le champion bilatéral ou trilatéral ou international. Moi, j'ai passé 11 ans à ADS dans ce domaine à être à la fois un mauvais français et un mauvais allemand.
évidemment. Il y avait toujours un bien meilleur franchouillard à soutenir ou un bien meilleur bavarois à soutenir que nous qui étions un acteur bilatéral franco-allemand, voire quadrilatéral dans un certain nombre de cas. Hein. Et donc, la capacité des États, et c'est ce qui a été un des grands succès d'Airbus, hein, que j'ai vu moi quand j'étais à la DGA dès le début des années 90, ça a été la capacité finalement de l'Europe à soutenir les exportations d'Airbus, comme un seul homme. Comme un seul homme. Et à éviter de faire à Airbus une concurrence avec des soi-disant nouveaux champions nationaux émergents. Et donc la capacité des États à soutenir conjointement à l'export ou à reconnaître le leadership de l'un ou de l'autre sur une campagne export contre laquelle on ne lance pas ses propres lanciers nationaux est absolument fondamental. Moi, je rappelle qu'on a, dans le naval, c'est le simple exemple, finalement fait monter en puissance l'industrie allemande, qui dépend maintenant à 80% de l'export, et l'industrie hollandaise, qui dépend maintenant à quasiment 100% de l'export, puisque la dépendance globale de l'Europe, c'est 60%. On l'a fait monter en puissance par les bagarres franco-françaises. Bon. Eh bien, la meilleure mutatis mutandis, la meilleure façon de laisser les Russes, les Chinois ou d'autres Singapouriens ou Turcs monter en puissance sur le marché export, c'est de se battre entre Européens. C'est comme ça qu'on peut vraiment perdre notre souveraineté. Hervé, excuse-moi, comme tu me reconnais de la compétence, il ne faut pas être candide non plus. Dans cette démarche-là, il faut oublier la candeur. Nos partenaires, du moins, un contrat export, ça se gagne à l'étranger, ça peut se perdre à Paris, mais ça peut aussi se perdre à Berlin ou à Londres. On est parfaitement d'accord. Faisons attention. Et j'ai reconnu dans les propos d'Hervé aussi ce que les grands groupes bidomestiques ou multidomestiques essayent d'avoir comme stratégie, c'est-à-dire d'apparaître comme français en France, allemand en Allemagne, espagnol en Espagne, et bien entendu, tous leurs concurrents, immédiatement, utilisent le modèle inverse, c'est-à-dire que vous êtes vu comme français en Allemagne, allemand en France, avec hélas toutes les connotations que ça peut avoir. Voilà, c'est un peu comme Einstein, mais c'est une autre histoire. Merci Hervé-Grivoud d'avoir partagé avec nous votre vision. Juste avant de passer la parole à Kuldar Varsy, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser un certain nombre de questions sur le chat de l'application Zoom. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, vos remarques, vos interrogations que je transmettrai aux différents panélistes. Et donc, pour terminer ce tour de table, je me tourne désormais vers Kuldar Varsy qui nous a rejoint depuis l'Estonie. Et vous êtes le directeur général de Milrem, donc qui est une société estonienne, et une entreprise plutôt de taille intermédiaire. Et donc, de manière générale, de votre point de vue, M. Varsy, comment les PME et les petits pays peuvent participer à la mise en œuvre d'une politique industrielle ? Good afternoon, ladies and gentlemen. I hope you can hear me. So, great, thank you. So, first of all, thank you for the possibility to participate. And I would really have loved to be in Paris right now, but due to the situation with COVID, unfortunately, well, I have to stay and accept staying behind the screen. So, c'est la vie. But I think that what we need to look at first is in a sense, we change in the environment where the industrial policy, especially in defense, will be or to what it will be applied. And what I mean by that is, I think it's absolutely clear that we are in the beginning of a large-scale technology-driven change, which will have strongest impact this time to the land domain. I mean, if we look at the implementation of AI, robotics, and autonomous intelligent behaviors, that will change the ways how we fight in the next 15 to 20 years. It's not a short process, and obviously it's not a very imminent process, but that's something which will happen.
Now, the question is that how the European industry can actually cope in the manner that we provide the best defense capability to our nations, and at the same time we are still successful as well at the competition in the worldwide market. And I would look at here three aspects to that topic, and these aspects have been discussed today several times as well, but maybe my focus is more on the technology driven. So if you look at the allies at first, then clearly the US Army has been very, very active on implementing new technologies, and clearly in Europe we are currently lagging behind. France certainly is the EU country that can understand the best the risk of dependency to our big ally, the risk of risk to the EU strategic autonomy and for the EU industry. And from the industry perspective, we certainly should look at it as well as how do we keep the competitive edge on the world market and also on our own market in Europe, while if we can't keep the pace with US on the implementation of new technologies. The second and even more interesting area is that what our adversaries are doing. I think that China and Russia has been through different discussions today as well. And clearly, if I look at the fields AI, autonomous behaviors, and robotics, then our neighbors in the East are very active. And unfortunately, they don't have that kind of ethical constraints and considerations as we do. I'm not saying that we should follow their example, of course, but we must understand its implications. The third topic, which is very important in the technology development and implementation perspective, is the comparison with commercial market and the comparison of the commercial grade items. And it's imminent that the civilian sector the technology development is much faster than in the defense. And this is just because the procurement cycle is much faster than it is in defense. For example, especially if we speak about the consumer market. Well, for example, how long are we using our mobile phones? And at the same time, how long are we using the radio set in the military? You may say that this is not directly comparable, and you might be right, but despite that, we must embrace that technology implementation cycle is changing as well in military. So, for example, we should not expect that with robotic vehicles, we can follow the similar logic that midlife upgrade comes after 15 years. More realistic are software updates several times per year and sensor upgrades in every 2 to 3 years. That, of course, will lead to the change how end users or armies are approaching the capability development, because intelligence of the equipment becomes more and more crucial, and most certainly it will affect as well that means defense industry's business model, or at least it should affect. So I would say that in terms of the technology here, we have the twofold challenge, but how can we make procurement and innovation cycle faster, and how can we as well at the same time adopt and adjust the business modules in the similar manner as the commercial sector has done that. Now, actually, that leads to already closer to the original question that, well, I can see that we have two obstacles we need to overcome in the journey of implementing new technologies. First of all, topic which has been discussed here today many times, and I will not spend too much time on that, is we really divided requirements. But each country has their own set of requirements for the capabilities and technology they are looking for, and really the reasons are very different, starting from the different CONOPS, moving to the different readiness to the innovation. Some countries are early adopters, some are late majority, but as well, of course, the reason is preferring the local production and industry, and just because people might see the technology differently. But all in all, that leads us to the scattering of the resources, that we will develop most likely the same
very same technology at least 5 to 6 times in Europe, and most probably even some nations at the same time will use their time and budget to import the very same technology from non-EU countries. So what has been as well mentioned that that might be, well, the competition might be the driving force. However, the joint multinational requirements would not reduce the actual competition by the definition. So why that is coming even more imminent or even more clear is that new technologies are more and more based on the very thorough base level research, and the constant need for the upgrades will make the technologies more and more expensive. So if we do it in very many different places in several times, then we are just absolutely inefficient. The second matter is that we still are not used to. Yes, there are some good examples, but we are still not used to the actual cross-border cooperation. And especially if you look at the different size companies. But my observation at least is that most likely it's either limited in the framework of the same country, or in terms of, or in case of the cross-border, it quite often is between the same size companies. So I'm not here to lecture about the importance of the mid-caps and SMEs. My message is a little bit more complex, and I think that there is a different role for different type of companies, which are derived actually not so much about the size alone, but the working methods these companies apply. The speciality of the smaller companies tends to be flexibility, necessity to deal with alternative and new technologies, and most importantly, hunger to fight for even smaller contracts, if they fit into the company's strategy, of course. And this behavior is reflected in the work methods these companies imply. That makes, of course, smaller companies more aggressive and successful in the early adaptation phase of the new technologies. Sorry to say, but my opinion is that large caps will never be so aggressive and efficient in the early adaptation phase, because they should not, or even I would say, they can't focus on the small contracts to succeed. That doesn't mean that it's wrong or bad. That's just not at all. That's just that companies operate differently based on their priorities. So as the actual capability implementation usually involves many different technologies, some older, some newer, some emerging, some even disruptive, then basically these smaller companies have three main options: either to grow big, consolidate with others, or cooperate with large caps. Obviously, these are viable only in the case that technology itself is actually implementable. And all these options clearly have their own advantages and problems. And the main question is that how to keep the working methods in the company which allow to develop and adapt new or next iteration of the technology with same speed and hunger. And I agree that we need European champions in order to remain competitive on the world market. However, I consider that the future European champion or champions is not just traditional large cap type of a company, but it will be more flexible structure of which can utilize the advantages of companies with different work methods and different, or you may say, with different size categories. So EU champions may have many ways how to foster such kind of structure for collaboration. For example, taking minority shares in the startup SMEs to guide the work methods, to subcontract smaller companies, and of course, by all means, not to consider these companies as the competitors, because they just behave differently and they are more efficient in the different technology adaptation phase. And so to summarize that answer, I would say that the technology development becomes faster and faster. And that means that
the flexibility and the readiness to deal with innovation and to the capability to deal with innovation becomes more important. So the flexible as well structure between bigger and smaller companies, creating this kind of EU champions type of the consortia is one way how to approach it. Thank you. Merci, Monsieur Varsi. Une deuxième question pour compléter votre propos. Vous êtes donc le directeur d'une entreprise estonienne, donc d'un pays qui n'a pas la même tradition industrielle que la France, par exemple. Vous êtes une entreprise de taille plus petite que les industriels qui sont autour de cette table ronde. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment le Fonds européen de défense, qui est censé associer un certain nombre de pays pour être éligible, va pouvoir associer des industriels de groupes ou de pays comme le vôtre, en particulier pour ceux qui, comme vous l'avez évoqué, pour ces entreprises qui maîtriseraient des technologies un peu critiques, un peu duales, comme la robotique ou l'intelligence artificielle. Yes, actually, first of all, I have to admit, or I can't hide that EDIDP, which is the pilot fund for the EDF, is a very personal topic for me. And Milrem Robotics, as Mr. Timo Pesonen has mentioned as well, that we are now signing the EDIDP 2019 grant agreements, and Milrem Robotics just signed yesterday IMARC's Integrated Modular Unmanned Ground Systems grant agreement. And I would say that this is clearly one visible example how the disruptive or new technology adaptation can be led by the small nation, first of all, by Estonia, and by the small size or medium sized company like Milrem. But obviously, in the consortium, working together with very strong partners from French industry side and from German industry side in that case. But to generalize it, I think that the European Defence Fund is by far most important defence industrial initiative in Europe so far. So by even the very definition of the program, the main goals focus exactly to the same constraints and problems we have referred earlier throughout the day. The goal to consolidate the requirements of the member states, to reduce the duplication, the goal to increase the cooperation between different industries with as well specific focus on the cross-border collaboration and the SME involvement. So all that should reflect as well on the more efficient use of technologies in the building of the defense capabilities in European countries. So Europe has to be, once again, Europe has to be efficient in order to not lag behind our allies and most importantly, our potential adversaries. So I would dare to say that the results of EDIDP 2019 look very promising in terms of these goals. The consortiums are clearly multinational. There are usually by far more than 2 or 3 countries in that. That means that there is wider consolidation of the requirements. And there is as well very healthy mix of the large caps, mid caps, and SMEs, which means that some cooperation which was not possible, but what was not encouraged before has now happened. And I believe, or I consider that this is actually a result of the 2 main items. But first of all, money. That's very simple. EDF, European Defence Fund, is the first EU defence initiative which actually really funds capability development. Secondly, consolidated requirements give certain commitment and certainty in terms of the future market in several European member states. And thirdly, SME involvement, especially cross-border SME involvement, is strongly encouraged by, first of all, getting the letter of intent for the relevant country, and as well the pretty rewarding bonus system which is related to that. Obviously, there are still many lessons learned in the EDIDP 2019, and in essence, I believe that the EDF is certainly a very successful initiative
today providing the means to implement new technologies in a more efficient way and building as well stronger defense in Europe and more competitive defense industry. Je vous remercie, Kuldar Varsi, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, nous allons désormais passer à une session de questions-réponses. On a encore quelques minutes avant l'intervention de la ministre des Armées. Donc, il y a pas mal de questions. Je sais que Madame la sénatrice voulait en poser une dans la salle. Je vais d'abord en prendre une dans le chat et puis je vous laisserai la parole. Une question posée par Emmanuel Levaché, le président d'Arcus, qui s'interroge comment construire ces fameux champions européens dont vous avez parlé, Stéphane Mayer. Comment les construire, ces fameux champions européens industriels, a fortiori si on ne devait compter qu'un seul par grand secteur. A priori, pas encore de Gosplan à Bruxelles. Alors vous avez déjà donné des éléments, mais peut-être que... Qu'est-ce que ça vous inspire comme réponse? Je pense que essayer de ne pas faire un cas particulier dans la réponse à Emmanuel, que nous connaissons bien. Comment est-ce qu'on construit les champions? Je pense qu'il y a plusieurs outils. On a dit la politique industrielle peut donner des orientations au travers, soit quand l'État est actionnaire, de pousser une stratégie d'entreprise vers une consolidation qui peut favoriser l'émergence de champions. Exemple, KNDS, État actionnaire, rapprochement Nexter-KMW, était bien entendu poussé, soutenu par l'actionnaire et État français. Autre orientation, c'est la politique de programme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, attribuer des programmes en choisissant un certain nombre d'entreprises comme pour exécuter ces programmes et la possibilité et l'option de faire émerger par les coopérations des coopérations qui peuvent se renforcer au fil des années, au fil des programmes, pour déboucher finalement sur des alliances plus structurantes de différents degrés qui peuvent aller jusqu'à, en rapprochant deux entreprises ou deux coopérants, en faire un champion, que ce soit un champion en France, puisque si on regarde le paysage industriel français, il y a quand même un certain nombre de produits et de services pour lesquels il y a de la concurrence. Et donc, la politique de champion que j'ai qualifiée dans les grandes lignes de tout à l'heure n'est pas une politique intégralement appliquée dans l'ensemble des produits et des secteurs et des entreprises. Troisième axe, le Fonds européen de défense. Tout à l'heure, Kuldar Varsi a cité l'exemple de iMugs et de l'intérêt pour une entreprise comme la sienne qui n'est pas un grand, enfin comme il a dit, ICAPS, donc plutôt une petite entreprise, de trouver au travers de ces fonds des coopérations, faire connaissance avec des plus grands groupes et rapprocher la capacité d'innovation et les technologies d'entreprise d'une taille avec d'autres tailles peut aussi déboucher sur des questions plus structurantes qui finalement, en faisant travailler les gens ensemble, est l'occasion de se connaître, se découvrir et pourquoi pas de constituer au fil du temps des champions. Donc c'est un mélange à la fois de volonté politique, de stratégie d'entreprise et puis de rencontre finalement entre deux entreprises. Puisque qui dit champion, quand on est plusieurs, dit mariage. Et pour faire un mariage, il faut d'abord s'apprécier, trouver des complémentarités et un intérêt commun, n'est-ce pas Emmanuel? Moi, je voudrais compléter. Oui, les projets, c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai eu la chance de conduire un programme de frégate, qui était le deuxième programme de frégate de coopération avec les Italiens. Et j'ai eu le malheur de dire en 2004 ou 2005 à mes amis italiens que, compte tenu de l'expérience et du passé qu'on avait, plus jamais on ferait de frégate de façon séparée. Ils ont fait la PPA, on a fait la F-21. Donc le projet, le programme, ce n'est pas suffisant. La deuxième chose qu'il faut ajouter, c'est la volonté de construire. Je pense qu'aller chercher quelqu'un dans une mauvaise situation pour l'aider à devenir plus grand est beaucoup plus intéressant que d'aller voir quelqu'un de riche en lui disant « tu vas me donner ton argent et on va travailler ensemble ». C'est-à-dire que la consolidation capitalistique est une démarche de création, sous réserve qu'on n'aille pas seulement chercher les riches, qu'on aille aider et apporter du travail à ceux qui en ont besoin. On a des outils magiques, on a MGCS, on a le SCAF, mais on a aussi MOSE, on a aussi le ROMAL, etc. Faisons en sorte que nos grands industriels, qui sont pilotes de ces projets, agglomèrent autour d'eux de façon, en élevant les gens pour avoir ça. La troisième chose, c'est le nivellement technologique.
Hein, on a parlé tout à l'heure, quand on coopère, celui qui arrive et veut faire surtout ce qu'il ne connaît pas pour être au même niveau. Je pense que le nivellement technologique est aussi un moyen de converger et de faire des champions. Et donc, dans nos démarches, alors, on l'a fait depuis 30 ans, hein, mais dans nos démarches, d'un moment à un autre, il faut savoir donner pour mieux recevoir. La dernière démarche est une démarche purement capitalistique, et je pense que le rôle de l'État en France dans les industries est parfois gênant vis-à-vis de certains de nos partenaires, parce qu'il fait un peu peur. Hein, donc posons-nous la question au niveau capitalistique, comment rassembler les gens et donner confiance sur le fait que l'État actionnaire, c'est une bonne chose, et ce n'est pas quelque chose qui empêche de fonctionner normalement une société. Philippe Duhamel. Pour aller un tout petit peu plus loin, puisque in fine, on se dit la création d'un champion, ça pourrait être une consolidation capitalistique, il faut quand même reconnaître qu'on a une très grande diversité en termes d'actionnariat. On a des entreprises qui sont plus ou moins contrôlées par des États, ou qui sont vues comme étant contrôlées par des États. On a des entreprises qui sont des boîtes cotées, et pour lesquelles des aspects de consolidation, ce qui compte, c'est la création de valeur, parfois à court terme. Puis on a des entreprises qui ont des actionnariats familiales, pour lesquels ce qui compte, c'est la création de valeur à long terme. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que Thales, c'est un peu les trois. Hein. C'est une boîte cotée, une boîte qui a un actionnaire étatique et un actionnaire familial. Mais je pense que c'est quand même très difficile pour certaines entreprises purement familiales de se dire, voilà, je vais m'allier avec une entreprise, alors cotée peut-être, avec un petit peur du court-termisme, mais une entreprise vue comme étant contrôlée par un État, je peux concevoir que ce soit un peu effrayant, si je peux me permettre. Madame la sénatrice, je crois que vous vouliez poser une question. On vous entendra. On vous entendra. Oui, j'ai un commentaire et une question. J'ai jeté le pavé dans la mare. Le commentaire, revenir sur ce que vous disiez sur la dépendance de certains de nos partenaires européens sur l'exportation, qui fait que le marché intérieur étant ce qu'il est, européen, forcément, ceux-ci sont tournés plutôt vers l'extérieur. Et on sait très bien que quand on achète et quand on vend, c'est pas simplement les prouesses technologiques de l'équipement, sinon tout le monde achèterait français, vous l'avez rappelé, nous sommes les meilleurs dans tous les domaines, et c'est vrai, je me confirme. Et donc, ce qui est acheté quand ce n'est pas français, c'est la protection américaine, c'est partenariat stratégique, c'est tout cela. Bon, je crois que nous sommes encore loin aujourd'hui, si nous avions un produit européen, véritablement européen, d'avoir la diplomatie européenne avec les 27 pays qui ferait bloc derrière, en effet, cet équipement et qui pourrait un peu rassurer les acheteurs. Donc, voilà, je voulais simplement, ça c'était le commentaire sur l'exportation. Je vois là un blocage quelque part de la part de certains de nos partenaires européens quant au développement justement de champions et de produits véritablement européens. Non, mais ma question s'adresse à vous tous sur ces futurs champions. Est-ce que les conflits du futur ne seront pas des conflits au niveau spatial, dans le cyber, dans le cloud, plus finalement que des conflits tels que nous les avons connus jusqu'à présent, avec une guerre conventionnelle. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, finalement, il y a de moins en moins de militaires qui meurent, mais de plus en plus de civils. Hein, et en France, malheureusement, bon, les attaques terroristes le prouvent. Donc, est-ce que là, nous ne devons pas réfléchir à des champions qui seront dans ce domaine-là, plutôt que les domaines dans lesquels nous avons opéré avec des équipements très spécifiques et très performants que nous avons développés jusqu'alors. Voilà. Je vous remercie. Peut-être un élément de réponse. Il est clair que les conflits, d'ailleurs, on a un exemple très récent, hein, en Eurasie, hein, dont on n'a pas fini de tirer les enseignements. Enfin, on commence seulement. Montre qu'en fait, c'est pas l'un et ne plus l'autre, c'est les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, les nouvelles technologies, la connectivité, la guerre électronique, la connectivité, tout ce qui est système pilote automatique, je dirais, les drones, système automatique, parce que les drones, ça peut être piloté, ça peut être automatique. Les systèmes automatiques, c'est quelque chose qui va se développer énormément et qui va changer la typologie du combat, quel que soit le milieu. Mais in fine,
il y a quand même des canons, des missiles, des cuirasses, si j'ose dire, enfin des cuirasses au sens moderne du terme. Donc ce n'est pas l'un qui remplace l'autre. Ce sont les deux. D'ailleurs, ça montre que nous ne devons pas arrêter d'investir sur ce que nous connaissions avant pour faire simple, pour faire que du digital, si j'ose dire. Il faut continuer à faire les deux. Et d'ailleurs, quand on regarde les études américaines, il y a quelques années, il y a eu une étude du Center for New American Security qui était très intéressante et qui montrait que les investissements, bien sûr, ils sont dans les nouvelles technologies, mais par exemple, les armes à énergie dirigée sont quelque chose qui était considéré par ce think tank. Hein. Alors, je ne prends pas parti comme étant extrêmement important. Donc, non, c'est les deux. Peut-être pour compléter la réponse, Madame, oui, l'objectif des industriels est évidemment de répondre à un besoin opérationnel. Aujourd'hui, en France en particulier, la politique de défense est clairement étendue des trois milieux, alors du plus ancien peut-être terrestre ou naval, puis aérien, puis aujourd'hui espace, fusionné avec l'air et cyber. Donc bien sûr, les industriels ont vocation à répondre à l'ensemble de ces besoins. Et sans doute que Philippe pourra parler mieux que moi de l'activité et de la stratégie de vouloir être champion dans le domaine cyber. Mais dans le domaine spatial, on peut citer l'exemple d'Astrium, qui aujourd'hui fait partie d'Airbus, mais qui a été créé avant même MBDA, au début des années 90. J'étais chez Matra à l'époque, hein, je me souviens bien. C'était d'abord Matra Marconi Space, devenu aujourd'hui Astrium, et donc qui ensuite s'est étendu du franco-britannique à l'Allemagne et qui aujourd'hui est en marche pour devenir un champion. Alors est-ce que pendant ce temps-là, Thales créait plutôt une activité franco-italienne et puis aujourd'hui, j'ai cité d'ailleurs cet exemple tout à l'heure, il existe encore d'autres acteurs, que ce soit en Allemagne avec OHB. Alors après, la question, c'est l'étape suivante. Et on voit qu'on a des mouvements qui se font entre les opportunités de répondre à un programme et toute la complexité d'alliances stratégiques structurantes qui se font à l'échelle de 30 ans, puisque Matra Marconi Space, c'est 1990. Et donc, l'étape suivante, c'est bien sûr dans le spatial, et je pense aussi dans le cyber, d'avoir le même mouvement qui a pu exister dans les trois autres milieux. Moi, je voudrais reprendre un peu ce qu'a dit notre camarade estonien. Parce que, bon, certes, du point de vue du besoin, c'est clairement fromage et dessert. C'est pas parce qu'on se concentrera sur la guerre cyber ou la guerre spatiale qu'on empêchera nos amis russes d'aller couper les câbles d'Internet dans le fond de l'océan Atlantique ou d'interrompre le trafic économique. Donc de toute façon, on aura besoin d'un équilibre et d'un modèle complet. Et la revue stratégique de défense à laquelle j'ai eu l'honneur de participer en 2017 au titre du CIDEF a bien montré ce point. Moi, je reprendrai quand même ce qui a été dit, c'est que ça doit nous faire réfléchir sur les questions de business model et de cycle. Parce que c'est parfaitement clair que les nouvelles technologies qui vont arriver, par exemple, dans l'espace cyber, n'ont pas du tout les mêmes cycles de vie, ni les mêmes dynamiques technologiques que les technologies traditionnelles. Quand j'étais petit, sur une frégate ou un bateau, on faisait une refonte à mi-vie du système de combat. La nouvelle frégate qu'on construit, on se prépare à avoir 6 ou 7 générations de technologies. Et donc, ça veut dire qu'il faut des entreprises qui sont capables d'avoir plusieurs modèles à la fois. Alors, ça peut être plusieurs entreprises qui savent travailler entre elles, dans les modèles de coopération entre les ETI, les PME et les grands groupes. Ça peut être aussi, au sein des groupes, des business models assez différents avec des modèles de filiales. C'est ce qu'on avait essayé de faire, par exemple, avec EADS Cyber Security. Mais en tout cas, le vrai défi, pour nos entreprises, c'est d'être dans plusieurs mondes à la fois. Et ça va être, je pense, une transformation profonde de nos entreprises. Kuldar Varsi, vous souhaitiez réagir ? Yes, thank you. I wanted to give two perspectives to the question, which is actually very, very interesting and very good question. First of all, I don't know, is it fortunately or unfortunately?
I think that the cyber and space just represent the growth of the complexity of the warfare. So it's basically the same as in the World War I, the aviation or the Air Force was first introduced, and it was just another domain where somebody needs to seek the equality or supremacy. So same goes to the cyber and to the space, that we just need to remain at least on the equal or better level than our adversaries. Another aspect is that new technologies, well, given the quite rigid and straight structure of military, the new technologies will never implement it promptly. So that means that it's a gradual development. So obviously, I believe that robotics will change the warfare in next 15 to 20 years, but it will gradually be implemented by manned-unmanned teaming, by replacing the first waves with unmanned or autonomous and intelligent systems, and by adding the next additional capabilities there. So I see that the disruption will not certainly happen fast. It will take the time, and the manned-unmanned teaming is the most important keyword in that terms. And yes, secondly, it's just the complexity is growing and nothing will change. Still, there is a infantryman who needs to take the land and who needs to take the position on the battlefield. Merci. François Mestre. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. C'est le modèle économique qu'on aura pour ces nouvelles technologies, qui sont de tout le numérique, reste à inventer. Hein. Autant quand on a une frégate, finalement, son mode de réaction est très lié à la nature au niveau de l'entraînement et à la capacité du commandant à prendre des décisions dans un cas ou dans un autre. Les nouvelles armes, parce que je suis bien d'accord que c'est une arme complémentaire qu'on va avoir, une fois qu'on les aura utilisées une fois, elles seront obsolètes, elles ne seront plus utilisables. Ça sera des one-shot. Donc la vraie question qu'il va falloir se poser, c'est quand on développe ces armes de façon très itérative, de façon très rapide, en boucle courte, comment faire en sorte qu'elles restent, qu'elles nous donnent la suprématie qu'on attend, de façon durable, et que le jour où on s'en sert, on a déjà la deuxième arme derrière, parce que la contraction sera rapidement définie. Je pense que le modèle économique de tous ces nouveaux systèmes, qui sont la guerre électronique active, hein, on peut aller très très large, fait que le jour où on s'en sera servi, ça sera obsolète. Et donc le modèle économique à créer est nouveau, et les champions à créer seront nouveaux dans ce domaine-là. Je vous remercie. Mon général, je crois que vous aviez une question à poser à nos intervenants. Je serai très brièvement, Madame la sénatrice. Moi, ce que je crois, c'est qu'on prend toujours un risque à penser des moyens de combat comme une finalité, alors que tout ceci ne sont que des instruments de stratégie de puissance qui feront fromage ou dessert, parce qu'ils poseront le calcul stratégique qui, à un moment donné, leur permet de prendre l'ascendant sur leur adversaire. Et vous voyez, l'officier que je suis dira qu'on a toujours tendance à chercher une asymétrie qui nous est favorable. Si demain l'asymétrie est dans le champ numérique, on ira la chercher dans le champ numérique, si elle est dans le champ conventionnel. Mais je trouve que la vraie question qu'on a devant nous, c'est on a un système de gouvernance qui a été très largement sous l'ombre d'une puissance américaine qui aujourd'hui ne veut pas ou ne peut plus l'assumer. La rééquilibrage des puissances tel qu'il scénario possible, et tout le monde l'a dit dans le premier panel, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement, mais qu'on a de la peine à qualifier en fait. Qu'est-ce que veut dire une confrontation sino-américaine pour l'Europe aujourd'hui? Concrètement, on a la peine à la qualifier. Ce qui est sûr, c'est qu'un modèle complet nous donne probablement une capacité à être, dans nos coalitions, un acteur significatif. Et je serais très très prudent à penser que c'est sur des capacités spécifiques qu'on trouvera, d'une part, des moyens d'une autonomie et de défendre les Français, et d'autre part, de peser, parce que comme le rappelle François, cette asymétrie, elle se déplace en permanence. Et c'est l'intérêt des acteurs, justement, de se déplacer là où les autres sont plus faibles. Je vous remercie pour cette remarque. Peut-être que, je ne sais pas si... Bon, ça nous permet de continuer sur le chat. On a pas mal de questions et une très intéressante intitulée « Choisir, c'est renoncer ». La constitution de véritable champion européen ne passe-t-elle pas par l'abandon de grands pans de notre souveraineté nationale? Peut-être M. Guillou ou François Mestre? C'est oui, bien sûr.
Coopérer, c'est d'abord savoir ce qu'on est capable de céder. Hein. C'est pas juste tout vouloir garder pour soi et asservir le coopérant. Et donc, cette consolidation européenne ne peut se faire qu'en acceptant, sans naïveté, des interdépendances sur un certain nombre de sujets. C'est parfaitement clair. Par contre, là aussi, il ne faut pas être naïf, et il y a quand même des conditions à cette souveraineté. Hein. Alors, les conditions les plus connues, c'est la localisation des usines ou des bureaux d'études. Hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de souveraineté sans industrie, hein, sans la maîtrise du processus industriel. Hein. La high-tech, ce n'est pas juste les PhD et les ingénieurs. Hein. La high-tech, c'est aussi les techniciens et les ouvriers. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, si on veut maîtriser un produit, il faut aussi avoir un minimum de capacité industrielle. C'est la localisation aussi des cerveaux, hein, parce que je rappelle que bien au-delà de ce qu'on qualifie traditionnellement du know-how et du know-what, il y a le know-why, hein, c'est-à-dire la capacité à avoir intégré finalement le processus de conception et donc d'être capable de faire évoluer les systèmes intelligemment en ayant compris pourquoi ils sont conçus comme cela et pas comme ailleurs. Donc ça, c'est le sujet localisation. Je pense qu'il y a un deuxième sujet qui a déjà été développé, c'est la liberté d'usage, la liberté de décision d'emploi et la capacité à être libre dans l'exportation, pas être itarisé ou autre. Et puis le dernier point, c'est la protection de notre patrimoine. Ça veut dire à la fois des mesures défensives et des mesures offensives sur le contrôle, je dis le contrôle, pas forcément de l'actionnariat, mais le contrôle de nos industries stratégiques. Hein. Et ça veut dire mesures offensives, c'est-à-dire arrêter d'avoir les lois du marché qui nous empêchent de consolider, c'est-à-dire d'être beaucoup plus agressifs sur la capacité à consolider notre industrie face aux autres. Et le marché européen n'est pas un marché pertinent pour les marchés de défense. Je pense qu'on se l'est dit suffisamment. Et puis des mesures défensives. Je rappelle que les Américains, ils ont un système qui s'appelle le CFIUS, Committee of Foreign Investment in US. Nous n'avons rien de tel. Un embryon un peu en France et en Allemagne, à l'échelle européenne, rien, ou quasiment rien. Et en tout cas, l'incertitude de la décision est beaucoup moins importante pour un étranger qui investirait en Europe que pour un Français qui essaierait d'investir aux États-Unis, qui est soumis à une décision complètement arbitraire dont il ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. Donc méthode offensive, méthode défensive pour essayer de maîtriser finalement les décisions actionnariales. Moi j'ai vécu dans la consolidation européenne des actionnaires qui asséchaient volontairement par des jeux de directeurs financiers la R&D de telle et telle filiale dans tel pays et qui finissaient par les faire crever. C'est ce qui a d'ailleurs expliqué le rééclatement, par exemple, entre TKMS et Kockums. Une fois que vous maîtrisez l'actionnariat et que vous fermez le robinet de R&D, vous êtes sûr, vous pouvez toujours dire que vous préservez le bureau d'études, mais si vous innovez plus et ainsi de suite, vous êtes sûr de faire crever la boîte. Donc il y a quand même tout un tas de dispositions à prendre. Alors, moi, je répondrai non. Je répondrai exactement le contraire. Moi, quand je regarde au NMBDA, le fait de partager notre souveraineté avec les Britanniques dans le domaine des missiles, ça renforce ma souveraineté. Ça, j'en suis intimement persuadé. Hein. En revanche, quand on va faire cette logique-là qui sera plus large, en plus, on augmente la taille du marché. Donc, si on mesure au point de vue emploi, etc., sous réserve d'équité dans toutes les démarches, ça ne doit pas être vraiment gênant. En revanche, cette démarche, il faut la construire au jour le jour et de façon confiante. Et quand on partage des centres d'excellence ou des centres de compétences, hein, comme tu l'as dit Hervé, il faut s'assurer que derrière, ces centres restent compétitifs et efficients. Il ne faut pas, au travers de la création de champions transnationaux, etc., créer des arsenaux européens qui perdront et leurs compétences et leur efficience. Donc il faut aussi se garder la capacité à nous challenger tous les jours, l'export n'étant pas le seul sujet de challenge possible, à nous challenger tous les jours pour s'assurer qu'au jour le jour,
on reste pertinent, on reste confiant. Mais finalement, la création de grands champions ou de TI transverses, hein, moi j'y tiens beaucoup à cette vision-là, à l'échelle européenne, elle ne peut que nous enrichir, parce qu'au travers de la confiance qu'on créera à travers ça, on sera plus fort et plus puissant. Philippe Duhamel. Le point que vient de faire François Mestre est essentiel, parce que le cas de MBDA est édifiant, parce que c'est la même entreprise dans tous les pays. C'est-à-dire que quand on dit nous allons abandonner un pan et c'est quelqu'un d'autre qui le fera pour nous, et il y aura un concept d'indépendance, d'interdépendance, risqué, hein, comme l'a dit Hervé, mais en fait chez MBDA c'est la même boîte dans tous les pays, à une échelle bien plus petite. Dans la guerre des mines entre franco-britanniques, c'est la même entreprise des deux côtés, et donc la problématique d'assèchement d'un côté ou de l'autre n'existe pas. Enfin, n'existe. Il y a beaucoup moins de risques. Évidemment, quand on dit il y a une entreprise qui va arrêter de faire quelque chose et c'est une autre entreprise qui va le faire dans un autre pays pour nous, ou l'inverse. Là, on est dans un domaine de risque qui est bien plus grand. C'est pour ça que le succès des acteurs européens, alors on les a cités, MBDA, Airbus, Thales, et ce qu'a voulu faire Hervé avec Fincantieri, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que cette combinaison d'entreprises et de coopération étatique, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Et finalement, KNDS, je l'ai oublié, KNDS. Non, je disais, finalement, en écoutant les mots qui ont été prononcés, on est en train d'illustrer un concept qu'on pourrait peut-être appeler la co-souveraineté. Mais je rejoins aussi bien François Mestre qui a prononcé le mot de confiance. Ça ne marche que dans la confiance. Et pour éviter les craintes qu'Hervé a évoquées, qui sont des dangers mortels, effectivement, ça suppose aussi un équilibre. Voilà. Donc confiance, équilibre pour une co-souveraineté. Voilà ce que je retiens en synthèse peut-être de ces trois interventions. Je vous remercie de faire la synthèse, de me faciliter la tâche par la tentative même. De synthèse. Et donc, il y a encore une dernière question avant de passer à la conclusion. Question qui vous est adressée à tous. Et on peut peut-être commencer par Kuldar Varsi. Ne pensez-vous pas qu'il serait possible d'imposer au niveau européen l'achat d'équipements d'origine européenne plutôt qu'américain ? I think that if I understood the question correctly, then obviously I believe that it is possible to buy European. There is no question in that, and I believe actually to go back to the keynote before this panel to Mr. Timo Pesonen, that I believe that the Defense Fund is the exactly right tool and way to approach it. How to generate the European champions, how to consolidate the European requirements and capability building. Obviously, it is a process in the transition, but I think that the first results show that it's the right direction. Je vous remercie. Est-ce que cette question inspire les panélistes sur la scène ? Peut-être que si la réponse était oui, ça serait un petit peu ce à quoi rêvent un certain nombre d'industriels européens. J'ai peur que le rêve soit confronté à une autre réalité qui s'appelle l'OTAN et qui me semble aussi une réalité politique, une réalité militaire qui probablement volerait en éclats si ce genre de choses était mis en place. Donc c'est un rêve qui me semble difficile à atteindre. Dans mon introduction, moi, j'ai parlé de préférence européenne. Je pense qu'imposer, c'est même pas la peine de rêver. On n'imposera pas à des nations souveraines un choix. En revanche, définir avec eux ou avec elles quelle est notre souveraineté, quelle est notre vision de la souveraineté, naturellement les conduiront à faire le choix de ce qui est conforme à leurs intérêts, donc le choix européen. Le vrai problème de fond, c'est qu'actuellement, on a notre vision française de la souveraineté. Cette vision n'est pas partagée avec nos autres nations, avec les autres nations, et donc les autres nations ne se posent pas la question en même termes que nous. Faisons en sorte qu'on se pose tous la question de la même façon, et on répondra, parce qu'on est logique, tous de la même façon. Mais imposer, moi, c'est même pas en rêve, quoi. Philippe Duhamel. Je suis d'accord, c'est un doux rêve.
à un moment donné, je vais le dire en anglais, chaque pays se dit « What's in it for me ?» Donc, c'est à nous de convaincre. Je vous remercie pour ce mot de conclusion, quelque part, qui synthétise un peu les débats qu'on a pu avoir autour de cette table ronde. Et donc, j'invite Olivier Martin pour terminer cette conférence. Et je remercie l'ensemble des participants pour leur intervention et leurs éclairages sur ces enjeux de politique industrielle.